un peu le décor pour bien saisir l'enjeu. Absolument, c'est crucial. Les portes automatiques des urgences qui s'ouvrent avec fracas. Les brancardiers arrivent au pas de course. Les moniteurs cardiaques émettent des alertes stridentes en arrière-plan. Et chaque seconde compte, littéralement. Ouais, chaque seconde qui s'égrène semble peser une tonne. Face à un patient inconscient qui ne peut plus parler ni expliquer ce qui lui arrive, l'équipe médicale n'a pas droit à l'erreur. C'est une pression immense. C'est ça. C'est évidemment une course contre la montre pour maintenir la vie, mais c'est aussi, et c'est ce qu'on va voir, une véritable enquête de détective menée sous une pression psychologique extrême. Tout à fait. Notre mission pour cette exploration d'aujourd'hui, c'est de décoder les rouages de ce moment critique. Nous plongeons au cœur des protocoles d'urgence et de l'approche diagnostique des intoxications aiguës. Un programme chargé. Oui. Les documents sur lesquels nous appuyons cette analyse sont des protocoles médicaux stricts de toxicologie. Il s'agit ni plus ni moins d'un manuel de survie clinique, la feuille de route implacable utilisée par les médecins pour identifier et neutraliser les poisons en temps réel. Et pour bien comprendre l'ampleur du défi qui se joue au quotidien dans ces salles de réanimation, il est essentiel de poser le contexte avec une donnée chiffrée qui, honnêtement, frappe de plein fouet. Ah oui, cette statistique m'a glacé le sang. Je comprends. Selon les sources analysées, 90% des intoxications traitées aux urgences sont des actes volontaires. 90%! Enfin, 90%! C'est énorme! Oui, il s'agit de tentatives de suicide. Ce n'est donc pas l'accident domestique rare, comme l'ingestion accidentelle d'un produit ménager par un enfant, qui remplit la majorité de ces lits. C'est une détresse humaine profonde et insidieuse. C'est terrible de se dire ça. On n'est pas du tout dans le cliché du produit sous l'évier. Exactement. Et pour complexifier encore davantage la tâche des réanimateurs, on observe dans plus de 40% de ces cas une co-ingestion avec de l'éthanol, donc l'alcool classique. Donc ils prennent les médicaments avec de l'alcool. C'est ça. Les équipes soignantes ne font donc pas face à une équation chimique simple avec une seule inconnue. Elles affrontent des polyintoxications complexes où l'alcool vient brouiller les pistes. Ça modifie l'effet des médicaments. Totalement. Ça modifie l'absorption et ça masque certains symptômes. Cela établit d'emblée la gravité de notre sujet. Cette médecine d'urgence se situe vraiment à l'intersection vertigineuse de la chimie pure, de la physiologie et de la tragédie humaine. Bon, décortiquons tout ça. La toute première étape pour les médecins qui débarquent sur cette scène de crime médical, c'est de comprendre à quel type d'ennemis invisibles ils ont affaire. C'est la base de la réflexion toxico. Les protocoles divisent les toxiques en deux grandes familles fondamentales. Et saisir cette distinction est vital pour la suite des opérations. D'un côté, on trouve les toxiques fonctionnels, et de l'autre, les toxiques lésions. Une distinction capitale, oui. Pour utiliser une analogie du quotidien, pour ceux qui nous écoutent, le toxique fonctionnel se comporte un peu comme un pirate informatique qui bloque temporairement l'accès à un système. C'est une très bonne image. Le produit chimique vient se fixer sur des récepteurs cibles, dans le cerveau ou le corps, comme le font très bien les fameux somnifères ou les benzodiazépines. C'est ce qu'on appelle un effet dose dépendant. Plus il y en a, plus ça bloque. Exact. Mais la bonne nouvelle dans ce scénario, si on peut dire, c'est que l'effet est réversible. Une fois que le corps a éliminé le produit, le système redémarre, sans qu'aucune pièce matérielle n'ait été abîmée. Les organes sont intacts. Voilà, le logiciel a planté, mais le disque dur va bien. C'est ça. En revanche, j'ai l'impression que la catégorie des toxiques lésionnels pose un défi beaucoup plus redoutable pour les organes eux-mêmes. Ah, complètement. Le toxique lésionnel, pour poursuivre cette analogie informatique, c'est un virus malveillant, conçu pour détruire physiquement le disque dur. Il provoque des dommages structurels et des lésions directes sur les cellules des organes. Et ça, c'est terrifiant. Oui, d'autant que l'exemple le plus tragiquement banal, car ce médicament se trouve dans toutes les armoires à pharmacie, c'est le paracétamol à très haute dose. Le paracétamol saisit-il? Le truc qu'on prend pour un mal de tête. Lui-même, son métabolisme à haute dose l'a littéralement détruire les cellules du foie. Le danger le plus sournois avec ces toxiques lésionnels réside dans leur chronologie trompeuse. C'est-à-dire? L'apparition des symptômes est très souvent décalée dans le temps. Un patient peut arriver aux urgences en se sentant parfaitement bien, en discutant avec les infirmières, dans une phase initiale totalement asymptomatique. Pendant que le foie trinque. Exactement. Pendant ce temps, le foie commence silencieusement à se nécroser. Si le clinicien se fie uniquement à l'apparence rassurante du patient à l'instant T et le laisse rentrer chez lui, des dommages irréversibles se déclareront quelques jours plus tard. Ça peut aller jusqu'à la greffe, non? Oui, nécessitant parfois une greffe en urgence absolue. La rigueur du protocole est justement là pour empêcher ce faux sentiment de sécurité. Et cette rigueur commence par un grand ménage dans les hypothèses diagnostiques. Avant même de crier au poison ou de chercher un antidote, l'équipe médicale est sommée de jouer au jeu des éliminations. C'est indispensable. On ne fonce pas tête baissée. Face à une personne qui arrive dans le coma ou avec une conscience altérée, le réflexe naturel, ce serait de fouiller les poches à la recherche d'une boîte de pilules. Mais les protocoles imposent de freiner cette impulsion. Il faut d'abord traquer ce que j'appelle les faux coupables. Toutes ces autres urgences vitales qui n'ont rien à voir avec un poison, mais qui peuvent tuer tout aussi vite. Il s'agit d'une question de survie immédiate. Un coma inexpliqué n'est jamais considéré comme toxique d'emblée. Il est d'abord suspect de toutes les autres causes pathologiques foudroyantes. Le tout premier geste, instinctif et systématique, c'est la glycémie capillaire. La petite piqûre au bout du doigt? C'est ça. Une simple baisse de sucre, une hypoglycémie sévère peut parfaitement mimer un coma profond. Une fois le sucre écarté, le médecin recherche un traumatisme crânien en palpant minutieusement le cuir chevelu. Pour déceler une plaie cachée par les cheveux. Ou un hématome, oui. Ensuite, on teste la souplesse de la nuque pour écarter un syndrome méningé, signe d'une méningite potentiellement mortelle en quelques heures. On guette aussi des asymétries. Comme un côté du visage efflécé. Ou un bras inerte, qui signerait un accident vasculaire cérébral. La règle dictée par les documents est intransigeante. Au moindre doute, à la moindre trace de choc sur la tête ou de signes neurologiques asymétriques, la piste toxique passe au second plan. Et là, direction le scanner. Un scanner cérébral devient impératif, oui. Traiter une hémorragie cérébrale massive avec des antidotes chimiques serait une erreur fatale. Ce qui est saisissant à la lecture de ces textes, c'est la vitesse fulgurante à laquelle tout ce tri s'opère.
L'évaluation de la gravité immédiate se fait littéralement en une poignée de secondes, grâce à une inspection visuelle acérée et quelques gestes cliniques de base. C'est une gymnastique locale très rodée. Le protocole structure cette évaluation éclair autour de 3 piliers inébranlables. Premièrement, le pilier neurologique. On évalue la profondeur du coma avec le célèbre score de Glasgow, pour savoir si le cerveau répond encore aux stimulations. Très important. Deuxièmement, le pilier respiratoire. On surveille la saturation en oxygène, la fréquence des inspirations et surtout, on vérifie si l'air passe librement ou si la gorge est obstruée. La libération des voies aériennes, c'est la priorité. Et enfin, le pilier hémodynamique, c'est-à-dire la pompe cardiaque. La pression artérielle s'effondre-t-elle? Le cœur est-il sur le point de s'arrêter? C'est une évaluation radar qui permet de stabiliser la machine humaine avant même d'avoir le nom du poison. Ce qui est fascinant ici, c'est la transition immédiate vers l'enquête de terrain, ce que le jargon médical nomme l'anamnèse. L'interrogatoire, en gros. Voilà. Une fois que la machine humaine est maintenue en vie, la règle d'or des urgences toxicologiques entre en jeu. Il est formellement interdit de laisser repartir les équipes de premiers secours, les pompiers ou les ambulanciers, sans les avoir interrogés. Ils sont les seuls témoins de la scène de départ. Ils sont la seule fenêtre sur la scène initiale, en effet. Le médecin doit savoir s'ils ont trouvé des plaquettes de médicaments vides dans la corbeille de la salle de bain, s'ils ont aperçu une lettre d'adieu sur la table du salon. Ou si l'environnement suggère plutôt une consommation de drogues récréatives ayant mal tourné. Exactement. Et la donnée la plus précieuse de cette enquête reste l'heure H0, l'heure exacte ou supposée de l'ingestion, ainsi que la quantité avalée. Sans ces pièces à conviction, l'équipe médicale navigue dans un brouillard total. Sauf que le brouillard est souvent la norme, non? Il arrive très fréquemment qu'il n'y ait aucun indice. Malheureusement, oui, c'est très courant. Les pompiers n'ont rien vu, la famille est absente et le patient est incapable de parler. Le médecin se retrouve seul face à un corps muet. C'est à ce moment précis qu'il faut savoir déchiffrer les indices physiologiques laissés par le produit. C'est là qu'on cherche les toxidromes. Oui, les documents parlent de cette recherche de toxidrome. L'idée est intrigante. Le poison agit comme un intrus qui, bien qu'invisible, laisse derrière lui une signature physique très claire, un ensemble de bouleversements corporels qui trahissent son identité. C'est une très belle façon de le formuler. Le terme toxidrome résulte de la contraction de toxique et syndrome. D'accord, c'est logique. Il désigne un regroupement très spécifique de réactions corporelles, souvent liées au système nerveux autonome. Celui qui gère nos fonctions automatiques, c'est ça. Tout à fait. La transpiration, le rythme cardiaque ou la taille des pupilles. Ces constellations de symptômes permettent aux urgentistes d'orienter leurs soupçons vers une grande famille chimique, même sans avoir la moindre idée du nom commercial de la pilule ingérée. Le corps se met à parler à la place du patient. L'exploration des comas calmes dans nos sources illustre parfaitement ce concept. Prenons 2 patients qui dorment profondément dans les box des urgences. À première vue, ils se ressemblent, mais leur signature corporelle raconte des histoires opposées. Des histoires très différentes en effet. Le premier présente un toxidrome lié aux opioïdes, comme la morphine ou l'héroïne. Le corps est au ralenti extrême. Les pupilles sont réduites à de minuscules têtes d'épingle et surtout, la respiration est effrayamment lente, avec de longues pauses entre chaque inspiration. Et c'est là le grand danger. Derrière ce tableau d'apparence paisible se cache le risque d'une mort silencieuse par hypoxie. Le manque d'oxygène. Oui, le cerveau, privé du réflexe automatique de respirer, par la chimie de l'opioïde, manque d'oxygène. L'urgence est donc de relancer la commande respiratoire du cerveau, D'où l'utilisation de l'antidote spécifique, la naloxone. qui vient chasser la drogue de ses récepteurs de manière fulgurante. En contraste, le second patient dort tout aussi profondément, mais à cause d'un toxidrome de myorelaxation, typiquement induit par une surdose de tranquillisants comme les benzodiazépines. Les fameux somnifères. Voilà, ses pupilles restent de taille normale, et la commande respiratoire du cerveau fonctionne encore. Donc, la menace mortelle n'est pas une panne chimique de la respiration, mais un problème purement mécanique, si je comprends bien. C'est exactement ça. Le patient est tellement détendu, comme une poupée de chiffon, que sa propre langue bascule en arrière et vient boucher l'entrée de ses poumons, provoquant l'asphyxie. C'est fou. Pour ce scénario, le protocole prévoit un autre antidote, le flumazénil. Nous avons donc 2 comas, 2 mécanismes d'étouffement différents et 2 antidotes distincts. La médecine de précision. Mais c'est là que ça devient véritablement intéressant. Les documents mettent en garde contre un piège redoutable lorsqu'on quitte les comas calmes pour analyser les états d'agitation, Ah oui, le toxidrome anticholinergique. provoqués par certains antidépresseurs ou antihistaminiques. Le patient est dans un état de confusion totale, parfois en proie de violentes hallucinations. Son cœur s'emballe, sa peau est brûlante et totalement sèche, et ses pupilles sont dilatées à l'extrême. Le cerveau est sous haute tension électrique. Ce tableau qui montre est en effet très instable et précède souvent des convulsions sévères. L'alerte rouge mentionnée dans les protocoles concerne une erreur d'évaluation à ce stade précis. L'erreur à ne surtout pas commettre. Exactement. Si un clinicien face à un patient confus tente un coup de poker en administrant du flumazénil en espérant annuler l'effet d'éventuels tranquillisants, l'issue peut être dramatique. Pourquoi ça? Administrer cet antidote précis lors d'un toxidrome anticholinergique est formellement proscrit. Le flumazénil risque de faire sauter les dernières barrières inhibitrices du cerveau. Ah, je vois. Ça déclenche un incendie. Ça déclenche instantanément des crises d'épilepsie généralisées qui peuvent s'avérer mortelles. C'est la preuve éclatante qu'en toxicologie, administrer un traitement à l'aveugle, même avec la meilleure volonté du monde, est infiniment plus dangereux que de s'abstenir en attendant d'affiner le diagnostic. La frontière entre sauver et aggraver est d'une finesse glaçante. Les sources décrivent ensuite les états hyperstimulés où le corps fonctionne en sur-régime absolu. C'est très impressionnant à voir en salle de déchocage. Mais au lieu de se perdre dans le jargon médical de ces 2 états, concentrons-nous sur ce qui les distingue fondamentalement. D'un côté, avec certains antidépresseurs ou la MDMA, le corps surchauffe dangereusement, c'est le syndrome sérotoninergique. La température grimpe en flèche et les muscles tressaillent de manière incontrôlable, les fameuses myoclonies. C'est le système nerveux central qui disjoncte sous la chaleur, menaçant de cuire les organes de l'intérieur. L'antidote cité est la cyproheptadine. De l'autre côté, avec la cocaïne ou les amphétamines, la menace se déplace vers la plomberie du corps. Le toxidrome adrénergique. La pression artérielle explose, les vaisseaux se resserrent et le cœur court un marathon sur place jusqu'à l'épuisement total. Il y a un danger de choc cardiogénique sans antidote spécifique. Dans un cas, le corps brûle,
Dans l'autre, il explose sous la pression. Ces descriptions nous conduisent inéluctablement vers l'outil d'investigation suprême, l'examen complémentaire qui ne tolère absolument aucune exception. Le fameux ECG. Oui, l'électrocardiogramme. Qu'il s'agisse d'un coma profond, d'une surchauffe ou d'une agitation extrême, les protocoles sont intraitables sur un point. Un ECG doit être réalisé sur absolument chaque patient suspecté d'intoxication. Pas de négociation possible. Aucune. Ce n'est pas une simple recommandation de bonne pratique, c'est le seul moyen de repérer une menace souterraine. Il est d'ailleurs assez contre-intuitif de se dire qu'il faut un test électrique pour dépister un problème chimique. Quel est donc ce phénomène invisible que les urgentistes redoutent tant? Le dossier parle de l'effet stabilisant de membrane, ou ESM. Si on relie ça à la situation globale de l'intoxication, l'effet stabilisant de membrane est de loin l'anomalie la plus critique à dépister. Comment on peut visualiser ça simplement? Il faut imaginer le cœur humain non pas comme une pompe mécanique, mais comme le réseau électrique d'une grande ville. Pour que le cœur batte de manière synchronisée, l'électricité doit circuler de cellule en cellule, à travers des portes microscopiques, les canaux à potassium et à sodium. D'accord, le courant passe par ces portes. Les SEM se comportent comme une panne massive sur ce réseau. Le poison commence par un blocage potassique, puis vient verrouiller ses portes à sodium, le courant électrique se retrouve bloqué, ralenti, incapable de traverser le muscle cardiaque à la bonne vitesse. Et c'est là que l'électrocardiogramme joue son rôle de lanceur d'alerte. Comment ce ralentissement électrique se traduit-il sur les lignes de la machine électro? Sur le tracé du papier millimétré, l'influx électrique qui correspond à la contraction principale du cœur s'appelle le complexe QRS. C'est le grand pic qu'on voit dans les films? Exactement. En temps normal, ce pic est fin et rapide. Mais lorsque le réseau est englué par le toxique, le courant peine à avancer et on observe un élargissement progressif de ce complexe QRS. La courbe s'étale. Voilà. C'est le signal visuel que la panne électrique gagne du terrain. Si on n'intervient pas, la contraction perd toute son efficacité, la pression artérielle s'effondre et c'est l'arrêt cardiaque inéluctable. Et beaucoup de médicaments font ça. Des dizaines de médicaments de tous les jours possèdent ce potentiel de sabotage électrique à forte dose, qu'il s'agisse d'antidépresseurs tricycliques, de cocaïne, de bêta-bloquants ou de chloroquine. Sans le CG, cette catastrophe arrive sans aucun signe avant-coureur visible de l'extérieur. Une fois que les équipes ont identifié la menace, clinique ou électrique, il est temps de déployer l'arsenal thérapeutique. Les protocoles encadrent strictement les prises de sang. On ne fait pas des bilans au hasard. L'idée n'est pas de drainer le patient pour chercher toutes les molécules existantes, mais de cibler avec précision. Si c'est fonctionnel et sans symptômes, pas de bilan. Pour les poisons lésionnels qui attaquent les organes en différé, comme le paracétamol, le lithium ou la digoxine, le médecin prescrit des bilans ultra spécifiques pour vérifier la souffrance de l'organe. Et ce, à des moments très précis. Il est question de prélèvements réalisés en urgence en moins de 2 heures pour dicter exactement la dose d'antidote requise. C'est un timing très serré. Avec toute cette précision chimique et cette technologie de pointe, il est amusant de constater qu'une image d'Épinal, largement véhiculée par Hollywood, a la vie dure. On s'imagine toujours qu'aux urgences, la première chose qu'on fait face à une overdose, c'est de faire avaler une mixture de charbon noir au patient, voire de lui pomper l'estomac. Ah oui, le fameux lavage d'estomac des films. Les documents analysés détruisent complètement ce mythe. C'est un changement de paradigme majeur dans la médecine d'urgence moderne. Aujourd'hui, l'administration de charbon activé pour piéger le poison dans l'estomac est devenue l'exception plutôt que la règle. Donc, on ne pompe plus l'estomac de tout le monde. Non, son utilité globale est jugée très modeste, et les conditions pour y recourir sont drastiques. D'abord, le facteur temps. Si plus de 2 heures se sont écoulées, le toxique a déjà franchi la barrière intestinale pour rejoindre le sang, le charbon arrive trop tard. Logique. Ensuite, la sécurité. Le patient doit être parfaitement conscient et coopératif. Pourquoi? Parce que si un patient à moitié endormi avale de travers et inhale cette boue noire directement dans ses poumons, cela provoque une pneumonie chimique foudroyante, souvent plus grave que l'intoxication de départ. Ah oui, le risque d'étouffement est immense. Enfin, il faut que le produit soit compatible. Le charbon glisse sans aucun effet sur les métaux lourds, l'alcool, les hydrocarbures ou les produits moussants. Quand les méthodes douces sont hors jeu ou que l'état se dégrade, l'équipe passe aux soins de réanimation lourde. Intubation, si le score de Glasgow tombe sous 8 pour protéger les poumons, perfusion de noradrénaline pour forcer les vaisseaux sanguins à maintenir la pression. Et même, dans les cas extrêmes de choc réfractaire, le recours à des machines extracorporelles comme l'ECMO pour remplacer temporairement le travail du cœur. Mais là où la stratégie médicale prend une tournure fascinante, c'est dans l'utilisation des antidotes. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi les manuels soulignent-ils en rouge que le but d'un antidote comme la naloxone n'est surtout pas de réveiller complètement la personne? C'est un point de bascule. C'est totalement contre-intuitif pour le grand public. L'objectif premier quand quelqu'un est dans le coma, c'est bien de le réveiller, non? C'est l'un des paradoxes les plus importants de cette discipline, un vrai secret médical. L'objectif clinique n'est absolument pas de voir le patient ouvrir grand les yeux et s'asseoir sur son brancard. Le seul but recherché est la protection des voies respiratoires et la reprise d'une ventilation autonome. Juste qu'il respire seul. C'est ça. Si l'urgentiste injecte massivement un antidote, comme la naloxone ou le flumazénil, pour annuler d'un coup l'effet d'une drogue, il précipite le cerveau du patient dans un syndrome de sevrage ultra violent. Le sevrage brutal. La personne passe en une fraction de seconde d'un sommeil profond à un état de panique et d'agitation extrême. Elle risque de se débattre, d'arracher ses perfusions vitales, de se blesser, voire de s'enfuir de l'hôpital en plein délire. Le traitement devient pire que le mal. C'est ce qui explique la technique de la titration abordée dans les textes. Exactement. Le médecin administre des microdoses de l'antidote, goutte à goutte, minute après minute. Il observe le thorax se soulever. L'objectif est presque mathématique. Pour la naloxone, dès que la respiration remonte à 15 cycles par minute, on arrête tout. On cherche l'équilibre parfait. Tant que l'oxygène circule correctement vers le cerveau, on laisse le patient éliminer le produit en dormant paisiblement. Cette philosophie de la juste mesure se retrouve d'ailleurs dans toute la pharmacopée des urgences. On a un vrai guide rapide déneutralisant. Oui, quelques paires fascinantes sont mentionnées. Pour contrer le blocage électrique du cœur, l'SVEM avec les QRS élargis, on perfuse du bicarbonate de sodium molaire à 8,4%. Pour inonder le réseau et forcer les portes cellulaires à se rouvrir. Pour le foie, attaqué par le paracétamol, on donne de la N-acétylcystéine. Pour le monoxyde de carbone, c'est l'oxygène hyperbare. Et il y a même des anticorps spécifiques anti-digoxine. C'est une horlogerie d'une précision remarquable. Tout est calibré. Et pourtant, une fois que les signaux vitaux reviennent à la normale, que le cœur bat sereinement et que le sang est purifié, les protocoles s'attardent lourdement sur la toute dernière étape. L'histoire médicale ne s'arrête pas à la guérison physique.
Cela soulève une question importante. À quel moment considère-t-on que l'urgence vitale est véritablement écartée? La crise aiguë est-elle terminée quand le corps est guéri? Apparemment non. Non, les textes sont formels. L'épisode aigu n'est pas clos lorsque le moniteur cardiaque redevient vert. Il ne s'achève que lorsque la personne est réveillée, parfaitement consciente, orientée et stabilisée sur la situation. C'est à ce tournant que la médecine d'urgence cède la place à la psychiatrie. Une évaluation psychiatrique rigoureuse et systématisée avant toute perspective de sortie. La raison d'être de cette règle repose sur une statistique de fin très sombre. Une donnée massive qui justifie à elle seule cette précaution extrême. Parmi les personnes qui survivent à une tentative de suicide médicamenteuse, il y a un risque massif de 5 à 10% de récidive fatale dans l'année qui suit. 5 à 10% qui en meurent dans l'année. Ce chiffre modifie totalement la perspective. L'intervention technique des urgentistes sauve le corps dans l'instant, mais l'esprit reste en danger critique. L'objectif final de cet ultime entretien est de jauger la détresse résiduelle, d'évaluer ce risque immédiat d'un nouveau passage à l'acte et d'orienter vers une prise en charge adaptée. Faut-il organiser un suivi ambulatoire dans les 48 heures, ou la souffrance est-elle telle qu'une hospitalisation complète est nécessaire pour protéger la personne? C'est une décision humaine très lourde. Il est vertigineux de réaliser l'amplitude des compétences exigées par la toxicologie d'urgence. C'est un mélange d'enquête policière pour reconstituer les faits, de chimie complexe au cœur de nos cellules et de sauvetage in extremis. Une véritable virtuosité clinique. Pour clôturer cette analyse et stimuler la réflexion de notre audience, il est intriguant de se projeter vers une perspective future non abordée dans les protocoles. Aujourd'hui, on a vu que la phase d'investigation quasi-policière, l'anamnèse aux urgences, repose sur des indices fragiles. La recherche de l'heure H0, de la quantité. Exact. Or, avec le développement fulgurant des biocapteurs portables, les fameux wearables, capables d'analyser en temps réel notre sueur ou notre sang, cette enquête pourrait-elle un jour disparaître, elle? C'est une hypothèse fascinante. Imaginons un futur où l'hôpital sait exactement quel poison a été ingéré et à quelle minute précise, avant même que les portes de l'ambulance ne s'ouvrent. Cela transformerait radicalement ces golden hours de la médecine d'urgence. De quoi réfléchir à l'évolution de la médecine face à la technologie pour les années à venir.